Bonjour, ravi de vous voir tous sur ce webinaire. Ça se connecte doucement, mais on est à l'heure. Aujourd'hui, on va parler d'IA générative avec Mathieu et également de no-code et voir toutes ces technologies. Je propose d'attendre juste 1 ou 2 minutes et en même temps, je vais partager mon écran. Hop, Bonjour à toutes et tous. hop là. Et on va venir juste au début. Hop. Alors, je suis un peu malade, donc je vais essayer de ne pas me moucher, mais vous ne risquez rien, vous êtes en visio. Hop. Et on va démarrer tout de suite. Alors pour commencer, juste un tout petit peu, je propose qu'on se présente. Donc Mathieu, si tu veux commencer. Ouais, ça marche, Sarah. Du coup, Mathieu Brett, moi je travaille dans les équipes Azure France de Microsoft. Je suis en charge du go-to-market des offres d'intelligence artificielle. Donc après, on va y venir, hein. C'est l'intelligence artificielle, on va dire un peu plus traditionnelle, et puis toute l'IA générative avec Azure OpenAI. Aussi, on a des solutions pour mettre en place des LLM avec des modèles open source. Enfin voilà, c'est un large spectre de produits, donc c'est passionnant. Et donc moi, je suis Sarah Martineau, je suis cofondatrice de IDETA et pareil, on en reviendra un peu plus tard en deuxième partie. Mais tout d'abord, pour donner un peu de contexte sur l'IA générative et pourquoi c'est un enjeu crucial à l'heure actuelle. Déjà, je vais juste lancer un petit sondage. Je démarre souvent les webinaires par un petit sondage sur justement l'intérêt est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT? Donc, je teste une nouvelle plateforme, je publie le sondage. Normalement, vous allez avoir, vous pouvez choisir une option, soumettre le vote. Normalement, vous allez avoir un sondage qui va apparaître devant vous pour est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT? Et c'est la première information. On voit au fur et à mesure des webinaires que le chiffre augmente. Donc, à l'heure actuelle, là, je vois qu'il y a 94% des personnes parmi vous qui ont utilisé ChatGPT. Donc, on est vraiment sur un usage de plus en plus important. Là où on avait commencé les webinaires, on était autour de 10-15%. Là, on a un public qui est formé à ChatGPT. Mais donc les enjeux cruciaux, je reviens sur cette slide. C'est un marché déjà qui a le plus gros taux d'adoption à l'heure actuelle, qui est prévu avec 110 milliards de dollars d'ici 2030, avec une croissance de 34%. On est sur des études ont montré que les coûts opérationnels diminuaient de 30% en moyenne quand on utilisait ce genre d'outils. Ça, c'est une étude de Accenture. Donc en fait voilà, donc c'est important, c'est un enjeu crucial à l'heure actuelle et donc faut s'y prendre tôt. Et je vais laisser la parole à Mathieu sur la partie Microsoft. Ouais, ça marche. Du coup, moi, je vais vous parler de notre positionnement sur l'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, on va détailler, on va revenir sur l'offre Azure OpenAI, mais déjà, voilà, si on fait un step back, là, si on s'intéresse à tout ce qui s'est passé depuis un tout petit peu plus d'un an avec le lancement de ChatGPT, donc il y a eu une courbe d'adoption record, hein, puisqu'en 2 mois, on a eu 100 millions d'utilisateurs actifs. C'était du jamais vu en termes de vélocité, en termes d'adoption. Effectivement, alors il y a plein de projections sur le marché de l'IA qui va se développer. Ce que moi, je voulais attirer votre attention sur une étude qu'on a faite. En fait, on a mandaté l'IDC pour mener une étude auprès de panel d'entreprises qui s'intéressait au sujet AI, qui va déployer des use cases concrets en production. Et si on fait la synthèse de tout ça, ce qui ressort, c'est que pour $1 investi, il y a en moyenne 3,5 $ de retour sur investissement. Même pour 5% des entreprises les plus matures, on peut aller jusqu'à 8 $ pour $1 investi, et un temps moyen de 14 mois pour avoir les premiers suite à la mise en place d'un lancement d'un projet d'IA. Donc effectivement, je dirais que depuis cette hype qui a démarré plutôt côté grand public, qui est l'utilisation de ChatGPT, maintenant c'est devenu, je dirais, un no-brainer. Il y a pas de sujet, c'est une réalité, c'est déjà disponible. On va y revenir avec Azure OpenAI. Donc vous pouvez déjà en tant qu'entreprise infuser cette IA générative dans vos cas d'usage. Et puis on parlera, Sarah, tu parleras aussi sur la solution IDETA. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une réalité, et il y a plein de finalement il y a plein de catégories de cas d'usage qui sont concernés. Donc il y a quelques temps, on parlait de transformation digitale. Maintenant, on parle vraiment de transformation
grâce à l'intelligence artificielle. En termes de macro cas d'usage, on peut distinguer tout ce qui concerne la productivité interne, donc l'enrichissement de l'expérience des employés d'une entreprise, avec notamment il y a plein de cas d'usage autour de la capitalisation des connaissances, de l'expertise qui sont souvent un peu perdues dans les méandres de la data. Et grâce à l'IA générative, on peut justement, à partir du moment où on a ces bonnes fondations, poser des bonnes questions en langage naturel et avoir un retour en langage naturel. C'est vraiment la force de ces modèles d'IA générative grâce à la technologie des transformers pour avoir, on va dire, une synthèse et pas passer son temps à chercher de l'information partout. Et il y a tout ce qui est expérience client, comment on peut réinventer, puisque c'est vrai qu'il y avait des premières générations de bots qui étaient assez déceptives en termes d'expérience utilisateur. Donc maintenant, on a vraiment, avec toutes ces technos, on peut faire des choses, on peut délivrer une expérience utilisateur, une expérience client de qualité. L'automatisation des processus business. Alors nous, on voit, hein, cette généralité par rapport à nos clients qu'on adresse sur le marché français. On voit qu'il y a plein d'entreprises qui qui rationalisent la création, la génération de fiches produits. Donc, par exemple, si vous êtes un e-commerçant, que vous avez un catalogue d'1 million de références, bah, du coup, c'est vraiment un vrai facteur de productivité, de gain de temps en automatisant ces tâches et en confiant, en orchestrant grâce à l'IA générative la, la- la production de ces fiches produits sur des nouvelles références. Et enfin, donc il y a aussi plein de cas d'usage sur l'innovation ou avec selon les industries, différentes typologies, mais on voit tout ça, c'est de généralité sur le marché français. Vous l'avez vu aussi côté application grand public, il y a eu l'annonce d'Opla côté Carrefour qui permet, grâce à Azure OpenAI, finalement d'avoir des recommandations de recettes et puis du coup d'alimenter son panier d'achat pour après aller récupérer au drive les bons ingrédients par rapport aux recommandations de recettes. Donc voilà, c'est déjà une réalité. Toutes les industries sont concernées, toutes les tailles d'entreprise. Et on va dire, c'est un mouvement qui est en marche. Si on s'intéresse maintenant à notre positionnement côté Microsoft sur l'intelligence artificielle, donc on n'a pas attendu toute cette hype de la Gen AI pour investir de façon drastique dans l'IA. Donc en termes de R&D, on a plus de 1000 data scientists de par le monde qui travaillent aussi sur la conception de modèles Microsoft. Alors, ça peut être des LLM, ça peut être, on va dire, des modèles foundational ou des modèles spécialisés. On a vraiment une tendance maintenant de travailler sur des modèles qui sont capables d'adresser la partie NLP et aussi la partie reconnaissance visuelle, reconnaissance d'images, de vidéos. Donc voilà, il y a plein de secteurs dans la recherche. On noue des partenariats stratégiques, soit de façon exclusive, j'y reviendrai avec OpenAI, soit de façon non exclusive avec des acteurs comme Meta, comme les acteurs du monde de l'open source, avec Hugging Face, Mistral, l'État français. Donc voilà, et aussi bien évidemment, on a des partenariats avec Nvidia sur toute la partie GPU ou comment motoriser l'entraînement ou la partie inférence pour tous ces modèles qui ont besoin de bonnes ressources de compute. Et enfin, on a un framework d'IA responsable. Donc ça, c'est aussi un pilier très important puisque effectivement, donc ces modèles sont assez puissants maintenant et ils peuvent être utilisés plus largement. C'est pas qu'une affaire de spécialistes. Donc l'idée, c'est comment on fait en sorte d'avoir un bon cadre éthique pour s'assurer que les cas d'usage qui vont être déployés voilà, sont en phase avec. Donc, côté Microsoft, on a 6 principes. Et puis, vous avez entendu parler de l'AI Act aussi qui va arriver progressivement. Donc, là, c'est vraiment un sujet clé sur cette partie éthique. Donc, là, je vais pas tout revenir sur tout, mais effectivement, je vous ai parlé de nos 1000 data scientists, qui sont répartis dans 8 centres de recherche. On a déposé plus de 20 000 brevets, alors maintenant c'est plus 1000, c'est 3500 papiers de recherche. On a été les premiers à atteindre la parité humaine en termes de performance pour les modèles NLP, la traduction, la reconnaissance visuelle, le traitement de la voix. Et alors maintenant, effectivement, puisque l'IA, c'est une technologie qui date des années 50, il y avait, on va dire, des premiers concepts théoriques qui avaient été posés. Après, il a fallu attendre un petit peu de temps avant de voir vraiment le développement de modèles, on va dire, robustes d'apprentissage supervisé et non supervisé. Donc,
c'était l'avènement dans les années 90 suite à, on va dire, l'accroissement plus de ressources de compute qui sont vraiment clés pour faire tourner l'apprentissage de ces modèles et aussi sur la partie inférence. Dans les années 2000-2010, on a vu l'essor du deep learning. Donc le deep learning qui s'appuie essentiellement sur des réseaux de neurones où on émule un petit peu le fonctionnement du cerveau, mais c'est pour des techniques d'apprentissage qui a permis d'avoir des très bonnes performances pour la reconnaissance visuelle, la reconnaissance d'objets sur une image ou une vidéo, des modèles NLP. Et enfin, finalement, quand on parle de Generative AI, avec ces types de ChatGPT, donc des premiers papiers avaient été déposés dans les années 2015-2018, mais finalement, on a vu tout cet essor avec le lancement des modèles GPT côté OpenAI. Et la force de ces modèles, comme je l'ai dit, c'est que grâce à cette technologie des transformers, vous êtes capable de comprendre différents concepts dans une phrase et vous êtes capable parce que finalement, ce modèle, il va prédire une chaîne de caractères, puis une autre, ça va donner un mot, puis après un autre mot, un deuxième mot, une phrase. Donc à chaque fois, par rapport à un prompt, des instructions, il va faire une prédiction, et donc c'est une série de prédictions. Donc la force de ces modèles, c'est que ils donnent la perception vous avez une réponse qui est générée par un être humain. Donc c'est ça qui est très puissant. Et après, comme j'ai évoqué, il y a plein de typologies de cas d'usage. Donc c'est pour ça qu'on a, je dirais, cette lame de fond qui arrive, puisqu'on a plein de débouchés. Si on s'intéresse maintenant à notre stack produit côté Microsoft, en fait, on adresse différents personas. Donc, si je commence par la partie basse du slide, vous avez Azure Machine Learning qui est destiné aux data scientists. Et puis après, on a ce qu'on appelle des services d'IA, des services cognitifs qui vont permettre de traiter différentes informations, la reconnaissance visuelle, la reconnaissance d'objets, la traduction de la voix, transformer, si vous avez des transcripts de call center, donc des informations en voix, les transformer en texte pour après alimenter, poser des questions à LLM, Azure OpenAI Service que je vais décrire dans un instant. Et après, on a des solutions plutôt low-code, no-code pour équiper du coup des équipes qui travaillent sur le développement d'applications ou des équipes métiers pour infuser cette IA, donc cette IA traditionnelle ou générative, dans des applications et faire en sorte qu'elle soit partout. Et après aussi, au sein des applications, vous avez entendu parler des copilotes. L'idée, c'est vraiment de proposer cette IA générative aussi dans tous les produits et services Microsoft. Donc pourquoi on parle de copilot? C'est parce que l'idée, c'est vraiment que le pilote, ça reste vous, l'humain. Donc on met toujours l'humain au centre de ces cas d'usage, de cette proposition de valeur. Donc on vient nous proposer des outils, des produits, des modèles pour enrichir, travailler cette proposition de valeur. Maintenant, si on s'intéresse, si on zoome sur le partenariat sur l'IA générative entre Microsoft et OpenAI, donc dès 2019, on a investi 1 milliard de dollars pour construire un supercalculateur dédié à l'entraînement donc sur le cloud de Microsoft, sur le cloud Azure, des modèles d'OpenAI. Donc à chaque fois que vous entendez parler de ChatGPT, de GPT-4, GPT-4 Vision, DALL-E, DALL-E 2, DALL-E 3, Whisper, donc tous ces modèles ont été entraînés sur Azure. Et donc avec un gros corpus, un énorme corpus de documents, puisque Wikipédia représentait seulement 3% des données d'entraînement pour ChatGPT. Après, vous voyez qu'il y a une roadmap riche avec des nouvelles générations de modèles qui sortent. Maintenant, là où avant on avait un ChatGPT qui était un agent conversationnel qui traitait en entrée du texte, qui retournait du texte. Maintenant, de plus en plus, on a l'aspect multimodal. Donc avec l'aspect multimodal, vous pouvez avoir des use cases bien plus riches, puisque vous pouvez imaginer, vous avez une machine qui est en panne, vous la prenez en photo, vous posez une question, est-ce que tu peux m'aider qu'est-ce que je dois faire pour régler, faire en sorte que, je sais pas, par exemple, ma machine à café remarche. Et après, vous allez avoir une réponse qui va finalement en entrée, et cette donnée texte, parce que les questions que vous posez et aussi l'image vont être processées pour du coup apporter cette réponse. Donc on a du coup un spectre plus large de modèles qui arrivent. Après, pour utiliser les modèles d'OpenAI, vous avez deux solutions. Donc, soit vous travaillez en direct avec OpenAI, donc vous allez sur leur site, vous pouvez utiliser ChatGPT ou toute leur suite de produits. Dans ces cas-là, il faut savoir que vos requêtes vont aller aux États-Unis, puisque des instances d'OpenAI sont hostées dans des data centers de Microsoft Azure aux États-Unis. Soit vous pouvez souscrire donc à l'offre Azure OpenAI. Donc c'est notre offre qui consiste à redistribuer, rendre accessibles ces modèles
pour des entreprises. Et dans ce cas, vous pouvez choisir de faire un déploiement en Europe, dans un data center en France. On a aussi des data centers en Suède, dans d'autres, voilà, on a plein de régions en Europe. On vous donne la garantie que vos données ne vont pas servir à être entraînées pour entraîner des modèles, que ce soit des modèles de Microsoft ou d'OpenAI. Et on a aussi des offres qui vous permettent de passer à l'échelle si vous avez des volumes conséquents et si vous avez besoin de bonne consistance dans la latence, dans le temps de réponse de ces modèles. On a une offre qui s'appelle Provision Throughput Unit qui permet de passer à l'échelle dans de très bonnes conditions. On a aussi toute une suite d'outils qui vous permettent de faire la contextualisation par rapport au dataset de votre entreprise. On a des solutions qui permettent d'indexer ces données, de les stocker sous forme de base de données vecteurs et après du coup d'alimenter un modèle LLM pour après développer une application intelligente infusée par cette IA. On a aussi des solutions pour développer des propres plugins pour trouver aussi des informations sur Internet, sur Expedia, etc. selon le cas d'usage. Maintenant, si on regarde cette suite de Copilot, toute cette stack, donc, comme je l'ai dit, on a des solutions qui vous permettent de développer vos propres LLM, de faire soit la contextualisation avec vos propres datasets ou faire, dans certains cas, vous pouvez même travailler sur ce qu'on appelle du fine tuning, c'est-à-dire finalement donner une tonalité de marque ou si pour certains cas d'usage vous avez besoin d'avoir une réponse dans un formalisme donné, vous pouvez passer par ce fine tuning. C'est pas, on le voit, ça concerne pas tous les cas, mais en tout cas, sachez qu'on a des solutions pour le faire. Et après, on va donc fournir d'autres outils pour travailler l'orchestration, la partie comment utiliser dans une application cette intelligence artificielle générative. Alors, j'ai beaucoup zoomé sur Azure OpenAI. Il faut aussi savoir que via les produits Microsoft, vous pouvez aussi utiliser d'autres modèles, des modèles open source. Vous pouvez accéder aux modèles de Meta, Llama 2, au modèle de Mistral. On a aussi annoncé, c'était en novembre dernier, un nouveau type d'offre qui s'appelle Model as a Service. L'idée, ce qu'il y a derrière ça, c'est que en fait, on va vous permettre de vous affranchir de la complexité de déployer des GPU, etc., de faire toute cette partie liée à l'infrastructure. Vous, juste depuis l'interface qui s'appelle l'AI Studio, vous allez être capable de voilà, choisir votre modèle dans un catalogue de modèles et après partir sur cette offre modèle as a service. Vous êtes facturé au token, comme c'est le cas pour Azure OpenAI. Et du coup, vous allez pouvoir interroger, donc faire appel à ces modèles, des modèles open source, faire du fine tuning si donc, par rapport à votre use case, vous avez besoin de le faire. Et du coup, vous aurez cette facturation à la consommation. Donc tout ça, ça vous permet de vous affranchir de tout ce qui est déploiement de GPU, etc. etc. Maintenant, si je développe la partie ce produit, donc Azure AI Studio, c'est vraiment un outil qui a été conçu pour permettre de concevoir, de suivre la conception de A à Z d'un modèle LLM qui est donc pour un cas d'usage entreprise. Donc vous avez la possibilité aussi de faire du fine tuning, c'est-à-dire c'est ce que j'ai dit, si par rapport à certains cas d'usage, vous avez vraiment besoin d'avoir des réponses dans un vocabulaire très précis, par exemple un vocabulaire médical ou juridique, et que après avoir testé d'autres méthodes, notamment tout ce qui est Retrieval Augmented Generation, vous pensez que c'est perfectible, il faut aller plus loin, ça peut être une solution à explorer. On a aussi donc plein de solutions qui vous permettent du coup de récupérer des informations sous différentes formats de data pour en tant que single source of truth. Il y a la possibilité, quand vous avez des gros corpus de documents, de stocker des informations dans des bases de données vecteurs, donc d'indexer les data et stocker dans des bases de données vecteurs, si bien qu'après, quand il y aura une question d'un client, d'un utilisateur interne, vous allez par similarité trouver le chunk, l'endroit de données qui répond le mieux à la question d'utilisateur et du coup pouvoir apporter une réponse, alimenter le LLM qui va faire une synthèse et qui après aussi pourra pointer les sources. Donc ça vous permet d'être très très performant dans pas mal de cas d'usage pour la productivité des collaborateurs. On fait appel à ce type de technologie. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de
de créer vos propres workflows de prompt. C'est-à-dire vous pouvez faire appel à différents modèles, vous pouvez faire de l'A/B testing de modèles pour voir voilà, entre une version, par exemple entre GPT 3.5 et GPT 4. Est-ce que par rapport à mon cas d'usage, lequel répond le mieux, quel est le plus pertinent? Vous avez différentes métriques qui vous permettent donc de suivre tout ça. Vous pouvez aussi vous assurer que s'il y a des tentatives d'usage malicieux, parce que des fois, il y a ce qu'on appelle des tentatives de jailbreak où que ça soit un client, voire un utilisateur interne, essaye voilà, de pousser le LLM aux limites ou lui demande c'est quoi ton méta prompt, etc. Il pose des questions pour lesquelles le LLM normalement ne doit pas répondre. Donc, ça vous permet de tester un peu le cadrage du LLM et de faire ces tests et vous assurer que par rapport à votre protocole de test, il n'y aura pas de cas pas de risque d'hallucination ou de jailbreak. Enfin, pour des cas d'usage plutôt online, on a un outil qui s'appelle AI Content Safety qui vous permet de définir quel type de vocabulaire qui est acceptable en entrée, qu'est-ce qui est acceptable en sortie pour les réponses du LLM. Vous pouvez imaginer un cas d'usage, par exemple, où vous avez une déclaration de plainte à faire pour un service de police en ligne. Il faut pouvoir déclarer voilà, que telle personne, ouais, j'ai été agressé, on m'a frappé. Donc, ce type de vocabulaire doit pouvoir être traité dans l'essai, donc on a des solutions pour pouvoir l'adresser. Donc comme je l'ai dit, hein, côté Microsoft, on est vraiment un cloud provider de confiance. On vous donne la garantie que quand vous utilisez Azure OpenAI ou nos produits, que on ne va pas servir de vos datas pour entraîner ou réentraîner un modèle, que ce soit un modèle d'OpenAI, un modèle de Microsoft. Vous avez la possibilité donc vous allez pouvoir déployer une instance de ce modèle dans votre souscription, dans votre tenante. Ça peut être en France ou dans un data center en Europe. Si besoin, si vous avez des données très sensibles, vous pouvez les encrypter avec vos propres clés de chiffrement. Sinon, par défaut, tout est encrypté. Côté Microsoft sur le cloud, at rest, en transit, etc. Avec tous ces standards de compliance. Et voilà, donc pour finir un petit peu ce panorama sur nos produits et services côté Microsoft, donc j'ai plutôt mis l'accent sur la partie Azure OpenAI. Mais voilà, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que vous pouvez accéder à des modèles open source ou d'autres modèles. On infuse également tous ces modèles d'Azure OpenAI dans nos propres applications. Donc, c'est toutes les annonces sur les copilotes. Copilot pour Microsoft 365, qui, vous l'avez vu, il y a une annonce il y a quelques semaines. Maintenant, on se démocratise. Là où avant, il fallait 300 licences, maintenant, les pros peuvent aussi y accéder. Il n'y a plus de limitation, puis il n'y a plus de seuil de nombre d'utilisateurs minimum. On a donc ces garanties de trust sur la data, la protection des données. Et enfin, ce cadre éthique, donc c'est notre framework d'IA responsable. C'est pareil, on n'a pas attendu l'IA générative pour le mettre en place, puisqu'il y a eu des premiers travaux dès 2016. Il s'appuie sur 6 principes d'inclusion, de transparence, d'équité. Donc l'idée aussi, on sait que de vous équiper avec des dashboards pour vous assurer que quand vous mettez un cas d'usage avec de l'IA, qu'il n'y a pas de biais qui apparaissent dans le temps, donc ça vous permet d'avoir des métriques pour monitorer tout ça et de pouvoir y remédier si jamais il y a des problèmes qui apparaissent. Toute la partie sécurité et confiance, la sécurité des données, on en a parlé, le respect aussi l'encryption des données personnelles. Donc voilà, c'est un cadre très fort qu'on a mis en place. Pour finir, ce qu'on voit aussi, alors selon les tailles d'entreprise, c'est que finalement, il y a eu toute cette hype d'IA générative. Au niveau des boards, il y a eu des volontés de dire ouais, voilà, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, et comment on s'y prend. Donc on accompagne côté Microsoft avec notre écosystème de partenaires ces entreprises pour du coup mettre en place une gouvernance sur la data IA, sur l'IA générative, acculturer les employés, les équipes métiers. On a aussi des dispositifs de formation des équipes techniques. Et après, que ce soit des cas d'usage plutôt sur étagère, où on va utiliser des copilotes, des cas d'usage intermédiaires, où on va développer des plugins, ou des cas d'usage plus avancés, où il faut faire pas mal de customisation avec Azure OpenAI. Donc on a des partenaires qui sont certifiés qui peuvent travailler là-dessus. On a aussi donc des dispositifs de skilling et une roadmap assez riche, comme vous avez pu le voir, avec des annonces régulièrement tous
tous les mois, on fait des nouvelles annonces sur le développement de nouveaux produits. Voilà Sarah, j'en ai fini avec le panorama, donc je passe la main. Très bien. J'arrive. Alors nous, on va particulièrement plutôt, parler de no-code et qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Et on va faire un petit cas d'usage, créer un petit chatbot en live sur une des personnes qui est parmi vous d'ailleurs, parce que j'ai pris une personne au hasard pour créer ce petit chatbot. On va voir. Mais donc, ce qu'il faut savoir, pourquoi le no-code existe, parce que seulement 0,5% de la population sait coder. Et on est convaincu qu'au final, c'est important de donner accès à la majorité des personnes à pouvoir créer en fait ces cas d'usage. Mais qu'est-ce que c'est que le no-code? Qu'est-ce que c'est que le low-code? Le no-code, ça va permettre de rendre accessible à tous la création d'une application, par exemple. Le low-code, ça va permettre à des développeurs de venir intégrer des bouts de code ou des choses spécifiques de manière très simple. Donc, ça va permettre d'amplifier et de rendre le no-code encore plus pertinent quand on veut faire un peu de personnalisation sur une plateforme de no-code. Mais quel est l'avantage du no-code par rapport à du développement custom, de la personnalisation? Ça va être surtout un gain de temps assez important. Avec un logiciel de no-code, on va pouvoir développer des choses en quelques heures, là où en fait, si on cherche à redévelopper l'entièreté d'une application, on va mettre plus de 6 mois, donc avec des coûts aussi conséquents. Et par contre, ce qu'il faut faire attention quand on veut utiliser des logiciels de no-code, ça va plutôt être sur deux aspects, la sécurité et justement l'accès à la personnalisation. Parce que quand on est sur des choses custom et qu'on va venir créer au sein de l'entreprise, forcément, on va pouvoir être au top de la sécurité de son entreprise parce qu'on va prendre en compte ses contraintes. On va être aussi au top de la personnalisation parce que c'est du sur-mesure. Là où quand on fait du no-code et qu'on va prendre des plateformes de no-code, c'est très variable. Il va y avoir des logiciels très simples et très simplistes qui vont permettre d'arriver à un résultat très rapide, mais vous allez pouvoir rien modifier. Donc après, il va falloir choisir est-ce que vous voulez être rapide ou aller un peu plus loin. Et on va avoir par contre des logiciels no-code plus complets où on va pouvoir personnaliser, voire low-code, où on va pouvoir aller beaucoup plus loin avec connecter ses outils internes via API, faire des choses très spécifiques. Et pareil sur la sécurité, on va pouvoir avoir des outils qui vont permettre de se connecter à vos bases de données, de se connecter à des acteurs de confiance et d'hébergement RGPD. Voilà, donc en fait, c'est la partie où il faut faire attention quand on utilise des logiciels no-code. Mais c'est l'avenir et ça, on en est certain. Les dernières stats, c'est plus de 65%, prévision, plus de 65% des développements d'applications en 2024 seront faites sur des logiciels de low-code, no-code. Et ça représente un marché qui, d'ici 2030, permettra de générer 187 milliards de dollars de revenus. Donc, l'avenir est au no-code et l'avenir est à l'IA. Et c'est pour ça que depuis 2017, IDETA accompagne les entreprises dans leurs projets d'IA et d'automatisation en construisant une suite de logiciels no-code avec 4 logiciels principalement. Le logiciel qui va permettre de créer des chatbots, des IA sur mesure, et je vous montrerai justement un cas d'usage spécifique et on va faire une petite démo ensemble. Webhook, c'est un logiciel qui va vous permettre de créer des API, donc de faire du RPA. Pour ceux à qui ça parle plus en no-code et en y mettant de l'IA si on a envie. Et les deux derniers, c'est AI Community Manager. AI Community Manager, c'est un outil très simple qui va vous permettre de programmer votre IA pour répondre à vos followers sur les réseaux sociaux. Donc, quelqu'un commente un post, vous allez pouvoir y répondre, l'IA va y répondre en suivant tous vos conseils. Et AI Assistant, c'est le petit dernier qui est entièrement gratuit. Donc, si vous souhaitez l'utiliser, vous pouvez aller sur linkedin.ideta.io. Et c'est un outil qui va vous permettre de générer des brouillons de réponses. Vous pouvez les modifier et vous publier. Ça permet d'être beaucoup plus rapide. Généralement, on me demande, mais pourquoi un outil gratuit? Tout simplement parce que ça permet de faire connaître à nos clients, à nos prospects, ce qu'il est possible de faire sur d'autres canaux. Là, il est sur LinkedIn, mais on pourrait très bien le déployer dans des mails, donc venir faire des réponses à des emails, des brouillons d'emails avant de l'envoyer, dans ServiceNow, dans Zendesk, dans n'importe quel outil où vous avez envie de générer des brouillons de manière automatique. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. On a toute une partie questions à la fin, mais si vous souhaitez les poser
À un moment donné, je regarde également le chat et je vois d'ailleurs une question. Oui, c'est bien enregistré. Vous recevrez l'enregistrement à l'issue de cette visio. Je continue avec les slides. Donc nous, on a été créé donc en 2017 et depuis 2024 maintenant, on a 25 000 utilisateurs de nos logiciels un peu partout dans le monde, enfin dans 35 États majoritairement. Nos clients sont satisfaits. On a 4,8 sur 5 de notation sur les plateformes de notation de logiciels comme G2, Capterra et d'autres. Voilà. Mais pourquoi choisir IDETA avant que je commence la démo? Pourquoi choisir IDETA? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la plateforme, elle est collaborative, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des droits d'accès différenciés en fonction de est-ce que vous voulez pouvoir construire le bot, est-ce que vous voulez pouvoir voir les conversations, est-ce que vous voulez pouvoir accéder au dashboard, est-ce que vous voulez qu'une personne ait accès à tous les bots de votre entreprise ou seulement un. Donc, vous allez pouvoir vraiment gérer les accès de cette matière-là. Également, on est multi-IA et donc ça, c'est un point qui pour nous est très important, c'est que on va pouvoir utiliser aussi bien directement OpenAI que Azure OpenAI justement, ou que des modèles comme Mistral ou de l'open source. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. C'est scalable. Quand vous prenez une licence IDETA, vous allez pouvoir déployer autant de chatbots que vous souhaitez. Ça va être plutôt au nombre de conversations et tant que vous restez dans ce nombre de conversations, vous pouvez déployer un chatbot RH pour répondre à vos salariés, un chatbot relation client, un chatbot sur vos réseaux sociaux. Vous n'êtes pas contraint. C'est en SaaS majoritairement, mais pour quelques clients plutôt dans la sécurité nationale, on propose du on-premise. Donc, si vous avez des grosses contraintes, on peut faire du on-premise également. Et ça va vous permettre de créer des chatbots qui sont entièrement personnalisés, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer, vous le verrez dans le cas d'usage qu'on va faire ensemble, choisir la taille, choisir le design, choisir la typographie, choisir est-ce que je veux mettre une fond d'écran vidéo ou un fond d'écran blanc basique. Vous avez totalement la main. C'est connecté parce qu'on a une bulle qui s'appelle la bulle API qui va permettre de connecter tous vos outils. Donc, connecter un SIRH comme ADP, connecter un Zendesk, un ServiceNow et d'autres outils. C'est multicanal. Vous allez pouvoir déployer votre chatbot sur le canal que vous souhaitez ou sur plusieurs canaux. C'est-à-dire, vous allez pouvoir le déployer sur votre page web parce que vous voulez un chatbot qui gère, qui fasse de la lead generation pour les personnes qui viennent sur votre site. Mais vous pouvez aussi le déployer sur Facebook, sur Instagram, par SMS, par WhatsApp, sur du Teams, sur du Slack. Ou alors même sur de l'audio, sur d'un call center, c'est tout à fait possible et c'est accessible parce que tous les chatbots peuvent être transformés en vocal si vous souhaitez améliorer l'accessibilité de votre chatbot. Je vous propose de passer à un cas concret qui va être en fait l'apprentissage d'une IA à partir d'un site web. Et j'avais repéré qu'il y avait, alors j'avais plusieurs entreprises, j'avais des noms d'entreprises. J'ai choisi Caviari, si je le prononce bien, et je vais partager mon écran pour vous montrer. Alors, partager l'écran pour vous montrer comment créer un chatbot de manière très simple sur IDETA. Normalement, vous voyez bien mon écran et on est sur le site de Caviari qui est parmi nous normalement. Je vais juste vérifier que vous le voyez bien. Si quelqu'un peut me mettre dans la conversation que c'est OK. Parfait. Donc, Caviari et on va créer un chatbot pour Caviari. On arrive dans la plateforme IDETA. Vous pouvez vous créer un compte gratuitement pour essayer. Et à l'intérieur, on va avoir des workspaces. Vous aurez qu'un seul workspace. Moi, forcément, on m'a donné des droits d'accès à d'autres workspaces, mais on va aller dans le mien ici, qui s'appelle Sarah pour être très innovant. Et on va venir créer un nouveau bot. Je clique sur créer un nouveau bot. Hop, et on va commencer. On va l'appeler Caviari Bot. Hop. Et on continue. On va pouvoir choisir l'endroit où on va vouloir déployer notre chatbot. Nous, on va le déployer sur du web. On pourrait très bien en choisir plusieurs si on a envie. On va choisir uniquement web et on continue. On va pouvoir choisir si on veut un chatbot sans IA. C'est dommage, mais c'est possible. Si vous voulez faire un callbot avec de la voix ou un chatbot avec IA, on continue. Je vais mettre ma clé d'API. C'est là où vous pouvez renseigner votre propre clé d'API si vous avez un partenariat. Vous allez pouvoir choisir votre modèle. Donc, nous, en l'occurrence, on va choisir DeepT4 Turbo, mais vous pouvez choisir le modèle qui vous convient le mieux.
On va faire un apprentissage à partir du site web. Donc là, on va venir en fait créer une IA sur mesure pour Kaviari. La seule chose qu'il faut faire, c'est venir prendre le site web. Donc vous voyez, je prends le site web, hop, et je l'insère l'URL ici. Et je demande à la plateforme de venir extraire toutes les informations sur Kaviari. Et vous voyez, on a trouvé 573 liens. Donc là, je vois Kaviari magasin, Kaviari culture caviar, etc. Et on peut tout à fait supprimer le lien si on n'a pas envie de la traiter. Nous, on va prendre tout le site. On peut en ajouter autant que l'on souhaite ou ajouter des URL spécifiques si on veut être sur du sur-mesure. Mais on continue. On peut venir aussi insérer des documents. C'est particulièrement utile si on est sur des chatbots, par exemple RH, où on veut venir insérer une convention collective, insérer son onboarding. Donc, en fait, il suffit d'aller chercher le document directement que l'on souhaite ici dans sa base. Nous, on ne va pas en mettre parce que je n'ai pas de document sur Kaviari. Donc, on continue et on peut aussi venir insérer du texte directement. À quoi ça sert? Ça sert si vous avez des documents très spécifiques qui sont ni des PDF, ni des points doc, qui est très spécifique. Vous pouvez venir le créer et en fait directement faire un copier-coller, l'ajouter et donc ça devient dans votre base de connaissances. Je la retire parce que ça n'a pas de sens pour Kaviari, mais on continue. Et là, notre bot est en train de se créer. Donc là, on a un petit félicitation de notre Tanuki, notre logo. Et vous voyez, le bot est en cours d'entraînement. Maintenant, les seules choses qu'il nous reste à faire, si on veut juste un chatbot qui fasse des questions-réponses, c'est de personnaliser ce chatbot. Donc, je clique sur personnaliser et là, on va venir personnaliser le design de notre chatbot. Donc, on peut venir personnaliser la fenêtre, l'icône, la bulle, la fenêtre de chat, le menu d'accueil, la taille, la position, l'image, etc. Nous, on va faire la fenêtre de chat directement. Mais vous voyez, vous allez pouvoir aussi bien mettre des petites vidéos, comme vous voyez sur celui d'Ideta. Vous allez pouvoir mettre des fonds d'écran, des images ou même des vidéos en fond d'écran. C'est tout à fait possible. Et vous allez pouvoir aussi faire des formats carrés. Juste pour vous montrer rapidement, on a celui de Brand pièces détachées que je vais vous montrer, où ils ont choisi un format carré. Il arrive de taille relativement grosse et inversement, on va avoir des sites comme Locomobilité qui ont choisi d'autres types de formats. Donc là, vous voyez pareil, un logo, une pop-up relativement grosse mais avec une petite vidéo collée aussi à la bordure. Tout ça, vous pouvez le choisir en no-code de manière très simple pour que ça s'adapte. Et vous voyez, ils ont choisi aussi un fond d'écran transparent, des bulles rondes, un petit robot. Voilà, vous pouvez vraiment l'adapter à votre besoin et on peut aussi avoir des formats pleine page. Je reviens sur notre chatbot. Nous, on va venir personnaliser. Comment ça se passe? Je clique juste sur l'endroit que je veux personnaliser et je vais chercher le logo. Donc, on va venir, nous, aller chercher notre logo Kaviari qui est là. Et automatiquement, ça va venir se changer. C'est un logo blanc, donc je vais mettre leur fond qui était le fond bleu. J'avais capturé la couleur. Hop. Voilà. Et je clique sur le fond et je choisis une couleur. Ça pourrait être justement une image si j'ai envie d'ajouter une image. Hop là. Je vais pouvoir vraiment, il suffit juste de cliquer à chaque fois. Donc là, si j'ai envie de mettre la bulle entièrement blanche, je la fais juste rapidement aux couleurs du site. Hop. Je clique ici pour changer l'avatar et j'avais récupéré pareil leur petit avatar. Voilà. Et je clique également ici et j'avais récupéré une seconde couleur qui était sur leur site, qui est celle-ci. Et notre bot sera terminé. Hop. Hop là. Voilà. On part du principe que c'est bon. Je vais juste ajouter le fait que la personne puisse activer le bouton de relance et je vais mettre le bouton de relance en blanc. Mais vous l'avez compris, on peut vraiment personnaliser tout. On peut mettre des couleurs, on peut mettre des ombres, on va pouvoir choisir de délai entre chaque bulle. Il y a un aspect personnalisation qui est assez important. Et on va pouvoir retrouver aussi tous nos canaux ici. Donc, si j'ai envie de déployer ce chatbot qu'on est en train de créer directement sur Facebook, sur Instagram, sur Google Home, sur Slack, et j'en passe sur WhatsApp et d'autres, c'est tout à fait possible. On va pouvoir aussi, dans la partie édition, faire des choses beaucoup plus complexes. Donc là, j'ai envie que mon chatbot la première bulle soit en français. Donc, je vais juste cliquer sur cette première bulle. Et au lieu qu'il dise hello, je vais dire bonjour.
Comment puis-je vous aider? La plus-value, j'en profite de l'IA génératif. Puis-je vous aider? La plus-value de l'IA générative également, c'est qu'elle va venir comprendre beaucoup de langues. Donc, si la personne répond en anglais, en italien, en espagnol ou autre, l'IA répondra dans la langue de l'utilisateur. Et donc, c'est très puissant pour pouvoir, en fait, créer des chatbots très rapidement sans contrainte. Je fais une petite aparté. Donc là, vous allez voir, notre chatbot, il va avoir des questions-réponses, mais on peut faire des choses bien plus complexes avec IDETA si on a envie d'aller beaucoup plus loin. On va pouvoir insérer du média, insérer des bulles email pour envoyer des emails à ses clients ou à soi-même, des bulles API pour venir connecter ses outils internes. On va pouvoir faire des enchaînements de bulles OpenAI, donc de bulles qui vont utiliser en fait de l'IA générative. On va pouvoir faire des conditions si la personne est sur mobile, si la personne est une femme, si la personne a rentré le code promo X, etc. Des bulles opérations qui vont permettre de faire plein de choses spécifiques. La personne veut parler à un humain, j'assigne un humain. J'ai envie de mettre une majuscule au nom de famille, j'utilise ma bulle opération. J'ai envie de faire une formule mathématique sur les données qui sont à l'intérieur du chatbot. Je vais pouvoir utiliser ma bulle opération. Je vais pouvoir faire, je passe un petit peu les détails, mais c'est juste pour vous montrer qu'en quelques clics, vous allez voir, on a un chatbot, mais si vous avez des projets plus importants pour aller plus loin, c'est tout à fait possible. On va pouvoir faire de l'analyse de sentiments. Donc, si la personne est contente, je lui envoie le lien Google pour noter ma marque, mon entreprise. Ou si la personne n'est pas contente, je l'assigne à un humain ou je l'envoie dans Zendesk sa question, etc. Des carousels, de la redirection. On va pouvoir même faire du code si on a envie d'aller un peu plus loin, faire des bulles de paiement, se connecter à des bases de données, utiliser Zapier pour ceux qui connaissent. Enfin voilà, on va pouvoir vraiment faire beaucoup de choses avec IDETA. On va avoir aussi la partie de chat. Et vu que notre bot est toujours en entraînement, ça va prendre quelques minutes. J'avais préparé le bot ici. Donc, vous voyez, c'est exactement le même. Et vous allez voir, je vais aller dans la base de connaissances pour vous montrer à quoi ressemble. Donc là, vous voyez, ça avait scrappé les 573 liens et on les retrouve ici. On va pouvoir ajouter à tout moment donc, des nouveaux documents, créer des documents et on va pouvoir aussi choisir la tonalité de son chatbot. Donc moi, j'avais choisi pour Kaviari, tu es l'assistant du site Kaviari, ta mission est de répondre précisément aux questions des visiteurs. Si la question ne concerne pas Kaviari, explique-lui gentiment quel est ton rôle. Si tu n'as pas la réponse à la question, tu réorientes vers la page contact. Si la personne n'est pas satisfaite, tu lui donnes la page contact. On lui dit d'être aimable, on lui dit d'utiliser le vouvoiement, parce qu'on est en français, mais on pourrait lui donner d'autres consignes. Si tu n'as pas l'info demandée, dirige la personne vers la page contact. Et ça, pour nous, c'est important, parce qu'en fait, on va venir le contraindre à utiliser uniquement les informations qu'on lui a données. C'est pour éviter toute dérive. Donc, en fait, s'il n'y a pas les informations dans la base de connaissances, donc ici, le site web, mais ça pourrait être des documents internes, il doit pas répondre. Et donc, on lui dit oriente vers la page contact, dans le cas présent. Écrit des réponses courtes et on donne quelques informations sur Kaviari. Si maintenant, on regarde, on utilise ce bot-là, nous, on va l'utiliser en pleine page. Donc, on va venir l'ouvrir, notre chatbot, et normalement, il va être aux couleurs de notre site. Voilà, donc il y a bien le petit Kaviari qui est ici, le petit logo d'avatar, et on va pouvoir poser une question. Alors, si vous avez des idées de questions, je suis preneuse. Sinon, je vais mettre, je ne sais pas, comment se passe le transport. Hop. Et vous allez pouvoir, donc là, il va nous répondre, et vous allez pouvoir en fait suivre cette conversation directement dans la partie de chat. Donc là, je vais dans la partie de chat et on va pouvoir voir la réponse. Et donc là, vous voyez, ça arrive juste ici. Et à tout moment, en fait, l'humain peut reprendre la conversation en main. Donc là, je pourrais publier pour reprendre la conversation en main. Le transport de commandes se fait via Chronopost qui assure la livraison rapide. Êtes-vous satisfait ou souhaitez-vous d'autres informations? Enfin, j'ai pas lu tout, mais vous pouvez tout à fait le lire. Et je pourrais lui dire, je préfère aller en magasin. Et donc, il va aller chercher dans sa base de connaissances comment me répondre et répondre au mieux, etc. Si je lui dis que je ne suis pas satisfaite, il va justement me réorienter. Donc là, voilà, il m'indique
il m'indique les magasins, la manufacture qui est 13 rue de l'Arsenal, les horaires du lundi au vendredi 9h, 17h, et si j'ai envie d'appeler, etc. Et si je lui dis que je ne suis pas satisfaite, il va me réorienter vers la page contact parce que c'est la consigne qu'on lui a donnée. Donc, vous voyez, c'est très rapide à mettre en place quand on veut une version simple, mais on peut tout à fait faire des choses beaucoup plus complexes si on le souhaite. Et je peux justement reprendre la conversation en main. Et donc, si vous voyez, je fais ça, hop, j'envoie et automatiquement, j'aurais pris la conversation en main. On va pouvoir avoir aussi toute une partie KPI où on va pouvoir suivre les analytiques de notre chatbot. Donc là, vous voyez, on vient de créer et j'ai fait un test. Donc, on est à 3 conversations sur cette période-là, mais on va pouvoir filtrer en fonction du canal, en fonction de pas mal d'informations, et on va pouvoir aussi créer des variables qu'on veut suivre. Donc, ça va être, par exemple, la raison de pourquoi les personnes sont venues. Et donc, on aura ces variables-là qui seront disponibles directement ici. Ou la moyenne d'âge, si on leur pose la question. On va pouvoir suivre toutes les données que vous récoltez dans votre chatbot. Et j'en profite sur la partie RGPD. Vous allez pouvoir aussi choisir dans les paramètres d'IDETA combien de temps vous souhaitez conserver ces données. Si un utilisateur vous demande de supprimer sa conversation, à n'importe quel moment, vous pouvez aussi le faire, en plus du fait qu'elles seront supprimées au bout d'un certain temps. Voilà, on a fait un petit tour rapide. Je vous ai montré juste l'IA générative. Ce qui est aussi important de savoir avec IDETA, c'est qu'en fait, vous pouvez aussi utiliser les IA, je vais appeler ça classiques, comme Lois de Microsoft, comme Rasa, solution open source développée par Stanford, comme Dialogflow de Google. Et donc, vous allez pouvoir à la fois mettre de l'IA générative, à la fois de mettre de l'IA classique si vous avez envie de détecter des intentions très précises. Enfin, ça va vous permettre de développer des cas d'usage complets et complexes avec une plateforme simple et accessible en no-code. Je vais revenir rapidement sur notre conversation. Quelles sont les différentes gammes de caviar? Ah, la question. Hop. Je vais tester cette question. Hop. Alors, je vais juste nettoyer un petit peu mes onglets. Et on va voir ce qu'il nous répond. Et après, je rebasculerai sur autre chose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vu que vous avez accès à la partie plateforme no-code d'IDETA, vous pouvez tout à fait à n'importe quel moment changer de modèle. Donc, si là, vous trouvez que les réponses sont pas satisfaisantes ou que c'est un peu lent, vous pouvez à n'importe quel moment choisir un autre modèle et choisir aussi des modèles qui sont français, par exemple comme Mistral, mais qui je considère pour l'instant moins bon, en tout cas pour l'instant, qu'un GPT-4. Donc là, voilà. Donc là, il nous répond le caviar beluga impérial et le caviar, je vais mal le prononcer, ossiette. Voilà. Donc voici la réponse. Et de toute façon, si la personne qui a posé cette question est de Caviari, je pourrais vous partager le bot, bien sûr. Je reviens sur notre présentation. Hop, et je vais arrêter mon partage d'écran. Juste ici. Hop là. Et je reviens sur la présentation. Voilà. On a également, je pense qu'on n'a pas spécialement le temps que je vous montre, mais justement tout l'aspect community management qui est pareil, très simple à développer. Il suffit juste de renseigner un petit prompt pour lui expliquer comment il doit se comporter sur votre page Facebook et comment il doit répondre à vos utilisateurs. Et je suis ravie de voir que vous adorez dans les messages, ça fait plaisir. Donc, vous avez aussi cette possibilité-là. Et si vous voulez, pour les entreprises qui souhaitent qu'on accompagne du début jusqu'à la fin, parce que vous avez vu, c'est accessible, mais dès qu'on va vouloir faire des cas d'usage beaucoup plus important, c'est vrai qu'il y a toute une phase où c'est bien d'avoir un accompagnement, d'avoir un cahier des charges, de le concevoir ensemble. Et donc, c'est tout à fait possible aussi de mettre en place avec les métiers des ateliers de co-création où on va venir itérer sur votre première version de bot jusqu'à ce que vous soyez content. Et ensuite, on va passer dans une phase de collaboration où on va venir soit enrichir ce bot, soit développer des nouveaux bots.
Et ça, c'est notre process habituel. Et je profite des 10 dernières minutes pour déjà vous proposer un sondage parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir votre tour. Et donc, je publie le sondage. Et avez-vous déjà pensé à un cas d'usage autour de l'IA générative au sein de votre entreprise? Je suis intéressée d'avoir la réponse. Et donc, c'est apparu sur votre page et je vois que ça monte. Ça monte à 70% pour l'instant, 75%, donc que des bonnes nouvelles. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat sur votre droite. Je vois qu'il y a Jérôme qui est en train de taper. Ah, mais oui, mais pas du chatbot. Alors, c'est tout à fait possible également. Enfin, il y a plein de cas d'usage dans l'IA générative. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chatbot, c'est le premier accès et que derrière le mot chatbot, on peut avoir des cas d'usage plus variés. On peut avoir du mailbot pour venir répondre aux mails. On peut avoir du callbot pour répondre au call center. Voilà. Et on voit que quelqu'un l'utilise pour le mailing. Et il y a pas mal de partage d'outils. Il y a de nombreux outils qui peuvent être très pertinents à utiliser en fonction de son cas d'usage. Pour ceux qui souhaitent faire des vidéos à l'international, je recommande Agen, qui va faire des petites vidéos. Vous allez pouvoir avoir votre avatar et donc faire parler votre avatar dans n'importe quelle langue. C'est assez pratique. Est-ce qu'il y a des questions pour Mathieu? Et j'en profite pour me moucher discrètement. Alors, comment intégrer le chatbot sur son site une fois qu'il est créé? C'est très simple. Vous coller le script qui est dans la plateforme. Au moment où moi j'ai partagé le chatbot en plein écran, juste à côté il y avait un petit script. Il suffit de le copier et de l'insérer dans votre outil qui permet, si vous avez utilisé un outil, dans votre outil où vous avez créé votre site web ou sinon directement sur la page HTML. On recommande de mettre le script dans le header ou dans le footer et donc c'est comme ça se met sur toute votre page. Est-ce que c'est possible de générer du contenu et une image associée à WordPress? J'utilise make.com et ChatGPT. La question, est-ce que c'est à l'intérieur d'un chatbot ou ailleurs? Ah, Mathieu, il y a une question pour toi. Bonjour Mathieu, avez-vous des partenaires à nous soumettre pour les formations accompagnement sur Azure AI? Alors, ouais, allô, il y a l'écho. En fait, ça dépend des types de formations. Donc, faut savoir que bon, déjà sur tout ce qui est formation sur les concepts de l'IA générative, il y a un cursus de formation Passway entre LinkedIn et Microsoft, je pourrais le mettre dans le chat. Career Essentials, qui reprend un peu les concepts et on va dire c'est plutôt sur la partie compréhension des fondamentaux sur l'IA générative. Après, selon les projets, si c'est développer des applications dans lesquelles on va infuser de l'IA générative dans votre entreprise, on a pas mal de partenaires qui organisent différents types de workshops. Pour citer certains sur l'écosystème français, on a OnePoint, Selenza, on a Expert Time, enfin voilà, on en a pas mal. Ok, très bien. Comment ah oui, non, ça on a déjà répondu. Et je pense qu'on arrive à la fin, à la toute fin. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions. Je pense que c'est bon. Moi, j'ai un dernier sondage pour vous demander comment avez-vous trouvé ce webinaire. C'est toujours utile pour nous. Hop. Et je publie le sondage. Bon, ça va. Pour l'instant, il n'y a pas de une étoile. J'ai pas osé mettre un oui/non. J'avais peur au non. Mais voilà. Bon, bah, ravi en tout cas que ça vous ait plu. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et de toute façon, ce webinaire sera également, on vous l'enverra en replay si ça peut être utile pour vous. Merci beaucoup pour votre temps. Et on est tout juste dans les temps, donc c'est parfait. Et du coup, je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire qui sera d'ailleurs sur Mistral. Au revoir. Parfait.
À Au revoir. bientôt. Au revoir.